Avant de commencer, juste une petite information parce que le séminaire qui s'était tenu au mois d'octobre, c'était au mois d'octobre, sur l'éthique islamique, qui était 2 jours, qui avait eu lieu à Paris, eh bien, il a été décidé qu'il se ferait au mois de janvier 2 jours à Gand. Oui, c'est ça, en anglais, et donc c'est selon les mêmes modalités, et donc les organisateurs sont venus, ils ont des flyers également, ils ont de quoi et donc ce sera autour du livre une introduction à l'éthique islamique, mais pas spécifiquement du livre, également de tout ce qui concerne la traduction de ceci sur les questions de l'économie, sur les questions du genre, sur les questions de l'art, sur les questions de la psychologie. Et donc c'est 2 jours où on travaillera ensemble. Je sais que beaucoup se posent la question de savoir pourquoi c'est aussi cher, parce que sur 2 jours c'est 50 €. Et en l'occurrence, c'est pour 3 raisons. D'une part, parce que il y a les frais d'organisation et la salle, et donc ça c'est une chose. La deuxième des choses, c'est également pour permettre aux organisations, puisque là on a et mon bureau, mais en même temps les organisateurs qui font de la formation, et c'est pour pouvoir financer les activités, et donc c'est pour ceci qu'on demande ponctuellement le soutien des organisateurs, puis de la formation sur 2 jours à 50 € par les temps qui courent, et selon les formations, c'est vraiment pas quelque chose d'excessif. Donc si vous êtes intéressé, ce sera, si j'ai bonne mémoire, à la mi-janvier. J'ai les dates exactes. 30-31 ? Oui, ça c'est la mi-janvier. Vous voyez que donc c'est fin janvier, d'accord. Donc pour ce qui me concerne, ce que je voulais faire, c'est partager avec vous un petit moment de réflexion sur la question palestinienne, un tout petit peu dans l'idée de ce que nous avons eu tout à l'heure, à savoir dans le prolongement de la discussion que nous avons eue sur les réfugiés, en montrant ce que je disais, c'est que et la question du Moyen-Orient et la question israélo-palestinienne ne sont pas à confondre. Il ne faut pas rentrer dans une confusion, mais il faut rentrer dans une clarification. Et donc aujourd'hui, essayons simplement de regarder et d'observer ce qui est en train de se passer. Première des choses que l'on constate, simplement factuellement, depuis qu'on a commencé à avoir ce qu'on a appelé les printemps arabes, et puis ensuite les processus de déstabilisation nationaux. Bien entendu, ça a commencé avec ce que moi j'ai appelé, et que je continue à appeler, le modèle irakien. Le modèle irakien de déstabilisation. On nous avait annoncé le début d'un processus de démocratisation. On voit ce que ça donne. 3 choses sont une constante dans pratiquement tous les pays qui vont suivre, à savoir fragilisation du régime, division dans les populations et sécurisation de toutes les ressources nécessaires, que ce soit du pétrole, que ce soit l'uranium, que ce soit le gaz, que ce soit... En l'occurrence, c'est la même chose que ce que l'on voit en Libye, c'est la même chose que ce que l'on voit en Syrie et en Irak, bien entendu. C'est la même chose qu'on avait vu également en Afghanistan, mais plus gravement encore dans ce qui est en train de se passer au Yémen, dont j'aimerais quand même vous dire qu'on en parle peu, mais le Yémen, c'est dramatique ce qui est en train de se passer, parce que c'est un pays pauvre. On a l'impression qu'il ne s'y passe rien. C'est un pays pauvre du point de vue des ressources, mais extrêmement essentiel du point de vue géostratégique. C'est-à-dire que qui déstabilise le Yémen met en danger l'Arabie Saoudite. Et qui met en danger l'Arabie Saoudite fragilise l'Arabie Saoudite et lui demande de se sécuriser davantage. Exactement ce qui est en train de se passer par rapport au jeu qui est fait entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est-à-dire de mettre les uns contre les autres. Donc on a de cette situation, si vous observez tout ce qui a été l'évolution du Moyen-Orient pendant ces dernières années, vous allez vous apercevoir que, enfin vous n'allez pas vous en apercevoir, vous en apercevez, le peuple négligé, le peuple oublié de ce processus-là, c'est le peuple palestinien. Alors non seulement il a été négligé par tous les États arabes dictatoriaux, par les États arabes qui se préoccupaient de leurs affaires nationales ou qui se préoccupaient de leurs intérêts, mais avec la déstabilisation du Moyen-Orient,
Et en plus, aujourd'hui, la surdétermination nécessaire, bien entendu, puisque c'est 150 morts par jour en Syrie et en Irak, eh bien, la surdétermination fait que les feux de l'actualité sont déplacés sur tout ce qui est en train de se faire, sur cette violence, sur cette mort, sur ces morts, et que la réalité de la colonisation continuée des territoires occupés, encore une fois, on nous a pendant longtemps dit c'est Hamas, c'est Gaza, c'est là que les extrémistes agissent. Et en fait, la politique israélienne, c'est en Cisjordanie, c'est une avancée planifiée de la colonisation et de l'étouffement du peuple palestinien. En même temps, mais ça on le sait depuis longtemps, que cet étouffement du peuple palestinien rend absolument impossible l'idée de deux États, impossible la survie dans ces termes-là. Et donc, ce déplacement du curseur, avec en plus aujourd'hui l'idée de mettre à distance l'Europe des processus de la discussion sur la paix, qu'on appelle paix, mais qui est en fait une chose dont je pense que Michel Warschawski avait raison quand il disait, et qu'il nous rappelait, quand des dirigeants israéliens vous disent que leur seul but c'est de gagner du temps, vous feriez bien de les croire. Parce que c'est ce qu'ils font. La réalité de tout ce processus-là, tous ces processus de paix depuis 91, 93, c'est gagner du temps pour rendre impossible la paix. Et donc, ça c'est... Il ne faut pas sortir la question israélo-palestinienne de la réalité moyen-orientale, de toute la question. Je vous prends un exemple. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé en Égypte sur la séquence des 5 dernières années. Si vous ne voyez pas et vous ne comprenez pas aujourd'hui que le dictateur Sisi est l'allié objectif de la politique israélienne contre les Palestiniens et contre la résistance. Si on devait avoir un gouvernement égyptien qui soit le plus anti-palestinien, le plus pro-israélien, on n'aurait pas trouvé mieux que lui. Et en l'occurrence, après, on commence à essayer de voir mais quelle est la biographie de cet homme, d'où est-ce qu'il vient? Et on s'aperçoit que nous avons beaucoup été naïfs de ne pas avoir étudié toute la trajectoire de cet homme depuis 8 ans. Il est déjà à Sharm el-Sheikh il y a 7 ans, il est déjà partie prenante des discussions, c'est quelqu'un que les Américains connaissent, et depuis longtemps, avant même. Et Morsi, quand il le choisit, pense que lui choisit un homme qui n'a pas été choisi pour lui. Or, il a été choisi pour lui avant que lui le choisisse contre lui. Et donc ça, c'est le problème, c'est que nous ne lisons pas, que nous ne étudions pas assez, et que la situation de l'Égypte aujourd'hui est aussi liée à l'ensemble du Moyen-Orient, et que ceci a un impact clair sur la question israélo-palestinienne. Ça m'amène à un deuxième élément. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, tous les politiques que nous rencontrons, tous, dans le privé de nos discussions ou loin des médias, tous reconnaissent et savent qu'il y a aujourd'hui, sur le plan international, une exception israélienne. C'est aujourd'hui le seul pays qui systématiquement, résolution après résolution, décision politique après décision politique, ne respecte absolument aucun des engagements que la communauté internationale prend ou que le gouvernement israélien dit avoir accepté. Au point que le seul qui ait eu raison de le dire et de le répéter, entre Israël et la Palestine, les seuls qui ne veulent pas la paix, ce sont les Israéliens. Qui a dit ça? Stéphane Hessel. Les seuls qui ne veulent pas la paix, qu'ils ne veulent pas un processus qui soit véritable. La paix, c'est une distraction terminologique pour faire autre chose. L'ami personnel de Benjamin Netanyahou, il dit, mais il n'a jamais voulu la paix. Il ne veut pas d'État palestinien. Il ne veut pas. Et juste avant les élections, il dit, il n'y en aura pas. Et quand on lui dit, mais vous avez dit qu'il n'y en aura pas, il dit, c'était pour gagner les élections, c'était électoral. Et cette exception-là, qui est au sommet, nous amène aussi à dire qu'à un moment donné, nous devons aussi avoir un discours extrêmement clair sur la responsabilité et
du peuple israélien et des intellectuels juifs de ce point de vue-là. Alors je sais, il ne faut pas dire intellectuel juif, il faut dire intellectuel, et puis on doit positionner après pour ne pas... Les intellectuels juifs, dont certains, pas tous, sont inconditionnellement pro-israéliens, et ils nous mentent. Et ils nous mentent en étant en Europe, et ils nous mentent en étant à l'extérieur. Et j'ai absolument aucun problème qu'on soit intellectuel de tous bords, mais quand, à partir d'un discours politique, on en vient à mentir sur la politique israélienne, à être sélectif dans ses soutiens, à ne pas, à partir d'un certain moment, ils sont en train de travailler contre tout processus de paix possible, contre toute solution possible, et en fait, derrière des discours qui sont il faut que nous engagions un processus de paix, il y a l'entretien et la continuation de ce que j'avais dit en l'occurrence en 2001 dans ce texte, de personnes qui sont en train d'entretenir des sentiments d'appartenance mettant les citoyens les uns contre les autres. Et donc de ce point de vue, l'exception israélienne sur la scène internationale, il faut qu'on la dénonce, il faut qu'on ait ce courage-là. Aujourd'hui, pratiquement aucun politique n'ose se positionner sur ces questions-là, parce qu'il en va de sa survie politique. Plus que ceci, les anciens partis dont la caractéristique particulière était effectivement un antisémitisme caractérisé, comme les populistes ou l'extrême droite, maintenant on gagne les élections en étant critique des musulmans et en s'affichant plutôt pro-israélien. Vous avez vu que même Marine Le Pen a presque fait une demande pour qu'elle soit invitée en Israël. Mais ça, c'est très important de comprendre ce qui est en train de se passer psychologiquement et intellectuellement et politiquement en Europe, parce que ça nous revient. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que tout ce qui est en train de se passer, ce déplacement du centre de gravité de tous les conflits au Moyen-Orient, la déstabilisation, la fracture qu'il y a entre les sunnites et les chiites, qui est une fracture réelle. C'est pas aujourd'hui, c'est une fracture réelle. J'ai vu des savants des deux camps qui hier étaient pour le dialogue. Aujourd'hui, j'ai vu un savant dont je vais même pas lui citer le nom parce que par respect pour lui, mais dire ceux qui sont les plus dangereux pour les sunnites aujourd'hui, ce sont les chiites. C'est-à-dire qu'au-delà même de tout ce qui pourrait être les conflits régionaux, la vraie question, c'est sunnite, chiite, et si on ne comprend pas ça, on n'a pas compris. Quand vous tombez dans ce piège-là et que vous avez le même de l'autre côté, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à lire politiquement la question syrienne, plus politiquement la question de la relation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, eh bien, à partir d'un certain moment, vous en faites un conflit religieux et vous tombez dans quelque chose d'extrêmement dangereux. Ayant dit ça, on revient à la question, donc là on a un vrai problème, c'est-à-dire que l'exception israélienne est le fait de la responsabilité d'un certain nombre d'intellectuels, d'un certain nombre d'acteurs et des politiques qui n'osent pas le dire et qui n'osent pas prendre de position de façon claire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ça, c'est la description de la situation. Et quand on a une description politique de la situation, nous revient à nous, maintenant, l'idée d'essayer d'en tirer un certain nombre de conséquences. Première des choses que je voulais mettre en évidence, moi j'en suis arrivé à un point où je vois, c'est pas nouveau, en l'occurrence c'est pas nouveau, mais c'est d'autant plus confirmé, le cynisme de la politique américaine, de la politique européenne, de la politique russe et de la politique chinoise dans la région du Moyen-Orient, c'est que cette déstabilisation, contrairement à ce qu'on nous dit, où on nous dit personne n'en veut, eh bien je pense qu'elle défend ou elle protège les intérêts de certains et qu'elle est entretenue. Je l'avais dit il y a 4 ans, les Américains comme les Européens, avec les Russes et les Chinois, sont d'accord pour ne pas être d'accord sur la question syrienne. Et qu'en l'occurrence, ce cynisme, parce que, je le répète souvent, mais le département d'État américain a théorisé ceci, ce qu'on appelle les conflits de basse intensité. C'est-à-dire, des gens se tuent, on vend des armes, ils se tuent, on continue à tuer, ça déstabilise tout le monde, mais on contrôle, c'est sous contrôle. C'est sous contrôle quant au peuple et au pays, mais ça permet d'autres intérêts. En l'occurrence,
la crainte des États du Golfe ou de l'Arabie saoudite est une eau bénie pour tout ce qui peut être les intérêts américains par rapport au pétrole ou par rapport à l'accès aux ressources minières. Ça, ce sont des choses qui, de ce point de vue-là, sont effectivement dont il faut tenir compte. L'autre élément également dont il faut tenir compte, c'est que sur la question de la déstabilisation du Moyen-Orient, le seul pays qui avance sa stratégie de façon régulière aujourd'hui, c'est Israël. Et donc il y a un intérêt à la déstabilisation du Moyen-Orient pour Israël pour continuer sa politique-là, et tous les jours, que ce soit des morts, que ce soit tout ce qui a été présenté comme la troisième intifada, parce que là aussi il faut faire attention, ce n'est pas simplement quelque chose, on a eu des rapports sur ce qui s'est passé au départ en Palestine, qui était une provocation israélienne pour provoquer ceci, pour pouvoir se mettre en situation de pouvoir se dire, bon, on nous attaque et donc il faut leur répondre. Je ne sais pas si vous avez vu des images sur internet où ils se déguisent en personnes qui lancent des pierres pour attraper des gens et pour provoquer cette résistance-là, pour provoquer ce désordre-là. Donc ça, ce sont des choses qui sont documentées. Sans compter qu'il y a des choses qui sont documentées de manipulation, puis il y a la sincérité des résistances palestiniennes qui ont envie d'en découdre parce que c'est intenable. Ce qu'est en train de vivre le peuple palestinien à Gaza ou en Cisjordanie est absolument innommable. C'est quelque chose qui est inacceptable et qui n'est accepté que par l'exception israélienne sur la scène internationale et dans le discours politique que l'on a en Occident. Ayant dit cela, ça nous amène nous aussi à nous positionner politiquement par rapport à ça. Alors, le premier élément, c'est que, encore une fois, il ne faut pas au Moyen-Orient faire le choix des uns contre le choix des autres. En d'autres termes, il faut parler de la Syrie, il faut parler de l'Irak, il faut parler du Yémen et il faut parler de la Palestine. Systématiquement, quand on parle du Moyen-Orient, il ne faut pas que nous tombions dans un piège nationaliste qui consiste à parler d'un pays parce que ça paraît être le plus, sans comprendre que tout est connecté. Et là, le discours que nous avons, il est extrêmement pauvre. C'est la même pauvreté que ce que nous avons eu avec ce qu'on a dit les printemps arabes. On avait des peuples qui se soulevaient, mais les Tunisiens pour la Tunisie, l'Égypte pour l'Égypte, la Libye pour la Libye, et on n'a pas de compréhension d'un rapport sud-sud. Et là, la question israélienne et palestinienne au Moyen-Orient, elle est centrale, et il faut connecter tous ces éléments-là, comprendre aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir une lecture du Moyen-Orient sans comprendre la centralité du conflit israélo-palestinien. Pourquoi ? Parce que la centralité du conflit israélo-palestinien nous permet, en l'occurrence, d'avoir une analyse aussi des intérêts des forces étrangères, que ce soit les États étrangers, et en même temps des dynamiques intérieures. Donc il faut qu'on ait tout ceci en face de nous, et ça demande à chacun d'entre nous un tout petit peu plus d'information. Accéder à l'information et continuer ce travail qui consiste à informer les gens de ce qui se passe dans le silence et loin des médias, la spoliation. Je veux dire, vous avez des choses qui sont absolument incroyables, qui sont comment on continue à spolier des maisons, comment on continue à les détruire, comment on continue à torturer, comment on continue à arrêter des enfants, et sans que la communauté internationale ne parle de ceci, comme si le déplacement justifiait dans le silence la torture, la mort et les exactions. Donc ce travail d'information, il faut que nous le fassions. Mais ce n'est pas terminé. Sur cette question-là, et ça continue, c'est donc la défense du peuple palestinien, ce que j'aimerais dire, c'est que notre position sera d'autant plus forte sur cette question-là que nous ne tomberons pas dans le piège de l'exception palestinienne et du silence sur tous les autres. En d'autres termes, il est important que les Européens, que nous, en tant qu'Européens, nous ayons un discours extrêmement fort sur toutes les injustices qui se passent au Moyen-Orient et à l'extérieur. Et donc ça veut dire que notre discours sera d'autant plus entendu, pas simplement quand nous réagissons, parce que nous on a un problème, c'est que nous réagissons quand des musulmans sont persécutés, ou alors uniquement quand on parle de l'islam ou quand on parle de ce que nous réduisons à être, c'est-à-dire je suis musulman et je m'intéresse des affaires des musulmans. La force du discours de justice, c'est qu'il ne sélectionne pas les victimes.
Il ne faut pas accepter la sélection des victimes, il faut se placer du côté de tous. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, il faut avoir un discours cohérent sur les questions africaines, sur les questions d'Amérique latine, sur les questions du Moyen-Orient, sur les questions asiatiques. Il faut que nous amplifions notre discours et que nous y intégrons comme quelque chose de central la question israélo-palestinienne, centrale mais pas exclusive, déterminante mais pas sans le reste. C'est là où en fait notre discours aura un poids, le poids de la cohérence. En fait, nous souffrons beaucoup dans notre défense des Palestiniens d'un manque de cohérence quant à la défense des autres. Et le fait qu'on déplace le curseur sur la Syrie et autres, on fait exactement la même chose. Et là, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement clair. Ce discours-là, il est particulièrement important. Mais ça veut dire à un moment donné qu'il faut savoir aussi se positionner par rapport à ce qui est en train de se passer, même sur le plan des nouvelles politiques et des nouveaux acteurs, de la Chine en l'occurrence. La Chine joue un rôle particulièrement déterminant au Moyen-Orient, mais en même temps, c'est un peuple, c'est un gouvernement qui, sur ces minorités en Chine, sur la question du Tibet, est un gouvernement qui est un gouvernement de spoliation, d'occupation, et qui ne reconnaît pas. Et on ne peut pas faire comme si on était pour les uns et pas pour les autres. Ce que je veux dire, c'est que notre discours en Occident aura la force de la cohérence et non pas de la sélection. Deuxième des choses que je voulais mettre en évidence, c'est que l'impact qui revient à nous, observer ceux qui sont les plus grands soutiens à la question israélienne. Tous les groupements sionistes qui sont aux États-Unis et en Europe. Vous allez vous apercevoir qu'en fait, ce qui est en train de se passer sur le plan de la politique internationale est en train de nous revenir comment? Ils soutiennent pratiquement tous les politiques les plus sécuritaires. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, ils ont dit, rappelez-vous, le premier qui l'a dit, il fallait l'écouter, quand Sharon réagit en 2001 aux attentats des États-Unis, il dit nous avons nos terroristes, maintenant vous avez les vôtres. Et toute cette politique-là, ce sera la sécurité et en fait la surveillance. À tel point qu'à l'heure où je vous parle, des gens sont en train de croupir dans les prisons américaines, dont certains sont aussi innocents que vous et moi, mais ils avaient commis une seule erreur. Ils étaient dans des organisations qui levaient des fonds pour soutenir les Palestiniens. Et on les a... Je veux dire, ça m'est arrivé à moi, je ne suis pas rentré aux États-Unis 6 ans parce qu'on me disait que j'avais soutenu financièrement une association qui était supposément en train de soutenir des terroristes, jusqu'au fait qu'on n'avait aucune indication là-dessus. Mais il y en a certains dont on sait aujourd'hui qu'ils sont innocents, ils sont en isolement depuis 5 ans dans les prisons américaines. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient des fonds pour soutenir les Palestiniens. Et on a criminalisé. Alors regardez bien. Soutenir politiquement, ça a été après les élections que Hamas a gagné, le fait que vous souteniez des fondamentalistes, et soutenir financièrement, c'était la criminalisation de la solidarité avec le peuple palestinien. Ce qui veut dire qu'on était coincé, et on est encore coincé sur cette question-là. Donc à partir d'un certain moment, toutes les politiques qui vont revenir aujourd'hui en Europe ou en Occident, qui sont des politiques de sécurité, des politiques de contrôle, c'est aussi lié à un certain type de discours de personnes qui n'ont pas envie qu'on puisse parler de façon libre de ces questions-là. Donc il faut aussi qu'on se rende compte que les politiques sécuritaires sont soutenues par les mêmes qui veulent faire comprendre, attention, il faut contrôler un certain type de discours dans les populations. Comme par exemple lequel? Eh bien, tout ce qui va être concernant la critique d'Israël aujourd'hui, mais ça n'a pas commencé en Europe. Il faut quand même vous rendiez compte, à un moment donné, vous avez quelque chose aux États-Unis qui s'appelle Campus Watch, c'est-à-dire une organisation qui liste tous les professeurs avec l'appui d'étudiants qui livrent des noms de professeurs qui ont laissé entendre de leur enseignement qu'ils étaient trop pro-palestiniens et trop critiques d'Israël. C'est-à-dire la parole académique, elle est notée par des étudiants qui vont faire la liste. Et donc à partir d'un certain moment, ça revient aux États-Unis et ça nous revient de la même façon en Europe. Donc ça, il faut qu'on se rende compte, nous, que nous ne sommes pas seuls sur ces questions-là. Et quand je dis nous,
nous qui avons cette conscience de la centralité de la cause palestinienne, il faut que nous la partagions avec d'autres en disant attention, à force de continuer à admettre l'exception d'Israël qui fait tout ce qui lui est loisible de faire sur le plan politique sans qu'aucun pays ne réagisse et que tout le monde ait peur, à partir d'un certain moment, il faut se rendre compte que ça ne peut pas ne pas être sans un prix à payer. Des consciences aux États-Unis commencent à mettre en évidence le prix que payent les États-Unis dans un soutien aveugle à la question palestinienne. Mais ça va loin. La prochaine élection présidentielle qui vient, l'une des personnes qui va se présenter à cette élection, c'est la femme de l'ancien président Bill Clinton qui dit publiquement le soutien indéfectible des États-Unis à Israël et à son Premier ministre Netanyahou, qui est un menteur, qui est un homme qui a une politique, qui est un terrorisme d'État, dont tout le monde sait qu'il ment. Et si Sarkozy dit de Netanyahou qu'il ment, il ment. Parce que pour que Sarkozy le dise, enfin, il ne dit pas souvent la vérité, lui, mais là, il a dit la vérité. Donc en l'occurrence, mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte de ce point de vue-là que c'est des choses qui reviennent sur la politique européenne. Dernier élément que je voulais mettre en évidence et qui compte, on se rend compte également dans les analyses qui sont faites, dans ce qui est fait aux États-Unis, vous avez eu 3 ou 4 livres qui sont sortis sur la question de l'islamophobie, des livres qui sont sortis sur le livre français sur, vous avez l'industrie de l'islamophobie, un livre qui est sorti aux États-Unis, vous avez le livre sur l'islamophobie qui est fait par 2 sociologues français, Marwan Mohammed et l'autre s'appelle Abdelali Hajat, voilà. Un livre extrêmement bien documenté qui met en évidence aussi une chose, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'institutions, un certain nombre d'intellectuels sont en train de nourrir la suspicion à l'endroit des citoyens européens de confession musulmane, avec l'idée que si ceux-ci s'installent comme citoyens à part entière, eh bien, il y a un danger d'une conscience politique qui va être en soutien des Palestiniens et en résistance à la politique israélienne. Mais ça, en plus, ils ont raison. Ils ont raison de penser que si cette citoyenneté s'installe, il va y avoir une conscience beaucoup plus ferme, beaucoup plus nourrie du fait de la légitime résistance du peuple palestinien. Là-dessus, ils n'ont pas tort, c'est un calcul qui est juste. Plus il y a de citoyens, pas forcément de confession musulmane, mais plus il y a de citoyens qui viennent du sud et qui deviennent des citoyens dans le nord, plus le nord questionnera son soutien indéfectible à Israël. Mais je n'ai pas dit de musulmans, du sud, parce que la majorité de la conscience du sud est pro-palestinienne. Mais pas simplement les musulmans, c'est vrai de toute l'Afrique. Allez en Amérique latine et vous allez voir, en Amérique latine, il y a une vraie conscience de la centralité de ce conflit et ils sont pro-palestiniens. Donc en fait, c'est un petit clan, oui, c'est un petit clan, un réseau qui tient ceci et qui a en fait, c'est un réseau qui nous dit verbalement nous sommes pour la démocratie et qui concrètement travaille contre les processus d'installation d'une citoyenneté démocratique. La démocratie réelle, elle fait peur. Et comment vous mettez en cause la démocratie et la citoyenneté? Eh bien, vous perturbez leur appartenance. Ce ne sont pas vraiment des Français, ce ne sont pas vraiment des Britanniques, ce ne sont pas vraiment... Ils sont trop musulmans pour l'être. Et donc, vous jouez sur la fracture, vous jouez sur la peur, vous jouez sur la déstabilisation. Et ça nous revient. Et il faut qu'on se rende compte qu'un certain nombre de ces interlocuteurs, moi, combien de fois on me l'a dit? On m'a dit, le jour où tu arrêteras de parler de la Palestine, eh ben, ça ira mieux. Eh ben, ça ira jamais mieux, parce que je vais jamais arrêter d'en parler, on va pas arrêter d'en parler, ni nous, ni de faire parler de ça. De faire parler, mais pas comme un élément. Ne pas faire de la Palestine une exception dans notre discours, mais l'intégrer à un discours général sur l'égale humanité des hommes. Et je termine là-dessus ce soir. Le pire qui est en train d'arriver, et que nous sommes en train de voir sur tout le Moyen-Orient, mais qui a commencé avec la Palestine et qu'on voit aujourd'hui dans une entreprise extrêmement violente et dont on ne parle pas assez, qui est en Birmanie. En fait, c'est un processus de déshumanisation
de l'opposant, de déshumanisation de l'autre. Et en fait, ce qui s'est passé en Palestine, c'est que quand vous voyez 1400 qui meurent, les opérations des 2 étés qui se sont précédés, le fait qu'on calcule des innocents, la déshumanisation de ce que sont les Palestiniens, à un moment donné, qu'est-ce que c'est la déshumanisation? C'est la normalisation de la peur sans réaction émotive de la collectivité. C'est ça, la déshumanisation. Et par exemple, quand on a parlé, moi je m'étais engagé dans les réflexions sur la Birmanie, et on dit, mais comment c'est possible que par exemple, ceux qui sont nourris dans la tradition bouddhiste puissent en arriver à s'en prendre de cette façon-là au Rohingyas, par exemple, en Birmanie. Et 2 bouddhistes qui étaient véritablement ancrés dans cette démarche-là de résistance au dérapage et au massacre des musulmans, ils disaient, mais c'est très très simple, vous avez des acteurs en Birmanie dont tout le discours, c'est ce ne sont plus des hommes, ce sont des animaux, ce ne sont plus des êtres humains. Nous ne sommes pas en train d'éliminer des êtres humains, nous sommes en train d'éliminer des êtres qui ne sont pas des êtres humains et qui gênent et qui sont en fait pratiquement des êtres dont la seule fonction c'est de perturber notre humanité à nous. Donc leur élimination est légitime. Chez beaucoup, dans la conscience des colons par exemple, je ne sais pas si vous avez vu des documentaires sur comment les colons, vous avez vu ces rues où vous avez des grillages, où ils viennent devant les Palestiniens, de la façon dont ils leur parlent, ils parlent à des animaux. Ils ont mis des grillages à des animaux. Et ceux qui sont derrière les grillages, à des moments donnés, ils doivent mettre un grillage supplémentaire pour qu'on ne leur lance pas des pierres. Il y a une déshumanisation. Et nous, ce que nous sommes en train de voir, c'est que, et c'est pour ça que par exemple, j'ai mis sur Facebook, je dis, je ne suis pas Paris. On dit, mais comment t'es pas Paris? Déjà, tu n'étais pas Charlie. Je dis, mais comprenez-moi bien, parce que ça, c'est une affaire sérieuse. Faites faire attention aux symboles. Parce qu'on nous entourloupe avec les symboles. Le meilleur en matière de symboles, dans les dernières années, ça a été Obama. Utiliser tous les symboles de la séduction et continuer la pire des politiques. C'est la même que Bush. Et c'est 400 fois plus de drones qui sont allés tirer sur des Yéménites et qui ont tué des innocents. Je veux dire qu'à l'heure où on nous a dit que Guantanamo allait partir, c'est la même chose. Je ne sais pas comment il fait pour dormir. Il a gardé Guantanamo. À Guantanamo, on sait qu'il y a 8, au moins 8, dont on sait légalement qu'ils sont innocents et ils sont à Guantanamo. Pourquoi? On ne sait pas. Et lui, il dort. Ça, c'est sans compter tous ceux dont je vous parle là, qui sont en isolement, la torture physique et psychologique, la pire, l'isolement, 24 heures sur 24, et vous êtes innocent. Et donc, à partir d'un certain moment, là, on est dans ces entreprises ce que je vous ai dit, de symboles. Et moi, ce que j'avais dit par rapport à Charlie, si vous me dites que quand vous êtes Charlie, vous êtes contre le fait de tuer des innocents et vous êtes pour la liberté d'expression, mais je suis Charlie, si vous voulez. Mais si pour vous, Charlie, c'est d'aller soutenir cette horreur et cet humour-là, eh ben je ne le suis pas. D'ailleurs, François Hollande, récemment, vient de dire que lui, il ne l'était pas tellement puisqu'il a trouvé que la dernière caricature était indécente et qu'il fallait qu'il la retire. Ah, des fois on retire, des fois alors... toujours est-il que là, non, il y a des nuances à faire. Si on me dit « je suis Paris », mais qu'on oublie de dire « je suis Beyrouth », je suis Toulé, je suis Damas, je suis Bagdad. Si on n'est pas tout ça, mais qu'on n'est que Paris parce que c'est les nôtres, à l'exception des autres, alors je ne suis pas Paris. Je ne suis pas Paris contre tous les autres ou dans l'oubli de tous les autres. Mais si vous ajoutez virgule, je suis Beyrouth, je suis Damas, je suis Bagdad, je suis Raza, alors je suis Paris et plus si tu veux. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Ça, c'est très important parce qu'on nous enferme dans des symboles qui veulent dire quelque chose, qui sont une construction intellectuelle de notre rapport au monde. Donc, il faut, de ce point de vue-là, continuer ce travail-là. À l'heure où le Moyen-Orient est déstabilisé, il faut, nous, une cohérence. Une cohérence. Et je le répète, ne pas oublier la question israélo-palestinienne. Elle est centrale, mais elle n'est pas exclusive. Donc se positionner clairement du côté de tous les opprimés et y intégrer les Palestiniens comme un élément fondateur aussi de cette résistance. La lutte contre tout discours
en Occident qui justifierait implicitement l'exception israélienne. Ne rien lâcher, rien. Se positionner également, à partir d'un certain moment, on l'a fait pour l'Afrique du Sud et on continue à le faire. Le BDS, c'est non violent et ça marche. Je peux vous dire qu'en voyant comment réagissent aujourd'hui les autorités, ça marche, parce que ça développe aussi une psychologie du boycott, du désinvestissement et de la sanction. Et même jusqu'à ce qui vient... Je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose qui n'était jamais arrivé. Vous avez entendu que l'Association américaine des anthropologues a officiellement pris comme décision, lors de son dernier congrès, à une unanimité de 80% ou plus, a pris la décision d'un boycott académique d'Israël. Et ben voilà des gens qui avancent. Et donc ça, c'est très important. Et qu'on ne nous dise pas qu'on est des violents. Là, il n'y a rien de plus non violent que ça. Vous voulez continuer à ne pas respecter l'humanité des Palestiniens, eh bien, on ne peut pas intellectuellement respecter votre silence. Ni des intellectuels, ni des journalistes, ni des politiques. Et donc, je termine. Ça, c'est un deuxième élément sur le fait de ne pas verser dans l'exclusivisme de nos appartenances ou de nos résistances, mais d'intégrer ceci de façon plus générale. Et dernier élément, d'être très conscient en tant que citoyen européen que ça nous revient, que ces processus qui consistent à faire peur aux gens, à séparer, à suspecter notre appartenance, eh bien il faut, de ce point de vue, que nous comprenions d'où ça vient aussi. Ce n'est pas exclusivement des pro-sionistes, mais c'est instrumentalisé et entretenu et amplifié. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre une chose, on ne s'en sortira pas seul. Ça veut dire que ce n'est pas les citoyens de confession musulmane qui vont lutter contre l'islamophobie. C'est pas ça. C'est les citoyens avec tous ceux qui ont conscience de ça. Tout ce qu'on voit là, par exemple, l'association qui vient nous parler, qui nous dit « mais on est ensemble, c'est pas une question musulmane. La Palestine, c'est pas une question musulmane. » Et ceux qui ont envie de la réduire à une question musulmane, c'est une question politique. Et c'est pas une question humanitaire, c'est une question fondamentalement politique. Pas humanitaire. Après, on nous dit il faut... Vous avez le processus, on en fait une question humanitaire, puis ensuite on criminalise la solidarité humanitaire. Donc en fait, vous êtes coincés. Donc c'est un processus qui étouffe, en l'occurrence. Donc il faut que nous nous engagions de ce point de vue-là. Ça demande une conscience, ça demande un travail, ça demande de l'information, ça demande d'avoir une amplitude intellectuelle sur cette question-là, mais à aucun moment, dans tout ce qui est en train de se passer, d'accepter de se taire et de faire comme si ça ne se passait pas, parce qu'à l'heure où je vous parle, la colonisation continue, contre toutes les résolutions, contre toutes les lois internationales et contre la communauté internationale, au premier rang desquels, j'aimerais quand même vous dire une chose, parce que, vous savez, on a eu des témoignages là, maintenant, mais il y a quand même une chose qui est incroyable. Toutes les instances internationales ont considéré que le mur était illégal. Et le mur, il est là. Et le mur, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, on t'a coupé de ton champ, on t'a coupé de ta rue, on t'a coupé de ton espace. Le mur, c'est une prison. Et c'est là, c'est devant nous. Et tout le monde se tait parce que c'est la politique du fait accompli. Contre la politique du fait accompli, au moins que nous ayons, nous, en tant que citoyens, le courage déterminé de ne pas nous taire et en même temps que nous ne nous taisons pas, d'informer les gens. Et tout ce qu'on peut faire en termes de boycott, il faut le faire pour tout ce qui est la nourriture. Il ne faut, vous savez, la traçabilité des choses qui viennent des territoires occupés, ça ne suffit pas. Il faut quelque chose qui continue encore de façon beaucoup plus claire sur notre volonté de résister à cette mauvaise exception dans le discours international sur la place et le rôle d'Israël et du fait qu'il ne respecte pas l'humanité des Palestiniens, ni même l'opinion internationale sur ces questions-là. Parce qu'un dernier élément, la majorité dans le monde, la majorité des citoyens du monde sont pro-palestiniens. C'est ça la vérité. C'est dans un vrai processus démocratique et tout le monde le sait ça. C'est qu'une petite minorité de gens qui tiennent un certain type de pouvoir, qui sont des peureux, qui sont sous influence et qui ont décidé de se taire sur cette question-là. Mais ça, pour nous, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est cette lutte qui continue d'information, de mobilisation et de conscience. Voilà, je vous remercie.
Alors, au-delà de l'action politique, il y a aussi vos invocations. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an » Donc il y a aussi vos invocations et c'est important que vous invoquiez pour le peuple palestinien mais aussi pour toutes les victimes du monde. Alors je ne vais pas tarder davantage, il y a simplement un événement qui aura lieu le 13 décembre au Piano Fabrique et qui s'inscrit dans la continuité du meeting politique contre l'état d'urgence, l'islamophobie, etc. Donc je vous invite à aller voir sur la page EMN. Barakallahu fikoum, merci. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. Radio